Il existe un jour précis, un jour que la France aimerait bien voir disparaître de sa mémoire, un jour que les manuels scolaires ont évité avec soin pendant des années, un jour dont personne ne t'a parlé à l'école et pourtant ce jour appartient aux épisodes les plus sombres que Paris ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale le 17 octobre 1961, car cette nuit-là, dans les rues de la capitale des Algériens, ont été traqués, battus, étouffés, puis jetés encore vivants dans la Seine par la police française, agissant sous les ordres du préfet Maurice Papon. Oui, ce même Maurice Papon qui, quelques années auparavant, sous l'occupation allemande, avait coordonné la déportation de Juifs vers les camps de la mort, le même homme, donc ancien rouage d'un système nazi devenu ensuite haut fonctionnaire de la République française, et c'est bien lui qui, ce soir du 17 octobre 1961, a donné l'ordre d'ouvrir le feu sur des Algériens venus manifester pacifiquement dans les rues de Paris. Combien sont morts ce soir-là? La réponse officielle pendant des décennies a été 3. 3 morts. C'est ce que la police française a déclaré, c'est ce que les journaux de l'époque ont relayé, c'est ce qui a été inscrit dans les registres officiels. 3. Mais selon les historiens sérieux, selon les documents déclassifiés depuis, selon les témoignages des survivants, le véritable chiffre serait compris entre 100 et 300 morts, probablement plus proche de 200. 2 Algériens tués en une seule nuit à Paris par la police française, jetés dans la Seine, retrouvés plusieurs jours plus tard, flottant sur l'eau, sous les ponts, près des berges, des corps gonflés, des corps méconnaissables, des corps d'hommes qui étaient venus de toute la banlieue parisienne pour marcher pacifiquement contre un couvre-feu raciste. Et aujourd'hui, 65 ans plus tard, en 2026, la France n'a toujours pas officiellement reconnu ce massacre comme un crime d'État. Pas officiellement, pas pleinement, pas sans ambiguïté. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire complète de cette nuit. Je vais te donner les faits, les chiffres, les noms, les silences, et tu vas comprendre pourquoi la mémoire de ce crime est aujourd'hui plus importante que jamais pour l'Algérie, pour la France et pour la diaspora qui vit encore dans le pays des assassins. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Sénégal, Tunisie, Italie, États-Unis. Écris ton pays, écris ta ville. Et dis-moi aussi si tu avais déjà entendu parler du 17 octobre 1961. Avant cette vidéo à l'école, dans les médias, par ta famille, raconte. Parce que ce que tu vas me dire dans les commentaires va révéler l'ampleur du silence imposé pendant des décennies. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que cette chaîne, c'est la chaîne de la mémoire. La chaîne qui raconte ce qu'on a voulu effacer. La chaîne qui nomme ce qu'on a voulu taire. Pour comprendre le 17 octobre 1961, il faut remonter de quelques mois. Il faut comprendre le contexte parce que ce massacre n'est pas tombé du ciel. Il est l'aboutissement d'une politique, d'une idéologie, d'un racisme d'État profondément ancré dans la France de l'époque. En 1961, la guerre d'Algérie dure depuis 7 ans. Elle déchire la société française. Le général de Gaulle est au pouvoir. Il a compris que l'Algérie finira par obtenir son indépendance. Mais en attendant, la guerre continue et sur le sol français, les Algériens qui vivent en métropole, souvent ouvriers, dans les usines Renault, Peugeot, Citroën ou sur les chantiers du bâtiment, sont considérés comme une menace, une 5e colonne des ennemis intérieurs. Le 5 octobre 1961, 2 semaines avant le massacre, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, annonce une mesure spectaculaire, un couvre-feu discriminatoire, imposé exclusivement aux Français musulmans d'Algérie, c'est-à-dire aux Algériens vivant à Paris, et en banlieue de 20h30 à 5h30 du matin. Il est interdit aux Algériens de circuler dans les rues de la capitale. Interdit uniquement pour eux, pas pour les Français de souche, pas pour les autres étrangers, uniquement les Algériens. Tu réalises ce que cela signifie, un couvre-feu racial au cœur de Paris en 1960 et un dans la capitale de la patrie des droits de l'homme, un couvre-feu qui désigne un groupe ethnique comme inférieur, comme dangereux, comme à surveiller, comme à contrôler. Ce couvre-feu, c'est la manifestation la plus brutale d'un racisme d'État français qui n'a jamais été vraiment jugé. Jamais. Face à ce couvre-feu humiliant, la Fédération de France du Front de Libération Nationale, le FLN, décide d'organiser une manifestation pacifique le 17 octobre 1960 et un pour dénoncer le couvre-feu, pour affirmer la dignité algérienne, pour montrer au monde que les Algériens de France refusent d'être traités comme des citoyens de seconde zone. La consigne est claire, pas d'armes, pas de violence.
Les hommes doivent devenir accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants en tenue propre, en costume du dimanche, pour démontrer le caractère pacifique absolu de la manifestation. Et ce soir du 17 octobre, entre 20 000 et 30 000 Algériens convergent vers le centre de Paris. Ils viennent de Nanterre, de Gennevilliers, de Saint-Denis, d'Argenteuil, de Boulogne-Billancourt. Ils prennent les bus, le métro, ils marchent, ils arrivent par vagues. Femmes, enfants, vieillards, ouvriers sortant du travail, tous habillés dignement, tous calmes. Tous déterminés à manifester pacifiquement. Mais ce qui les atteint, c'est l'horreur absolue. Maurice Papon a donné ses ordres. La police parisienne a été mobilisée massivement. Des policiers sont déployés dans les gares, dans les stations de métro, sur les grands boulevards, sur les ponts de la Seine, partout. Et ces policiers, pour la plupart, sont ce que l'on appelle des harkis de Paris, des forces supplétives des brigades spécialement formées pour la répression anti-algérienne, armées entraînées à la violence conditionnée à voir dans chaque Algérien un ennemi à abattre. L'ordre non écrit donné aux policiers ce soir-là selon les témoignages et les documents déclassifiés est simple: briser cette manifestation par tous les moyens. La Ve République ne veut pas voir 30 000 Algériens défiler dans Paris. Ce serait une humiliation diplomatique, une démonstration de force du FLN en plein cœur de la capitale. Il faut empêcher cette démonstration à tout prix, et c'est ce qui s'est passé dès les premières heures. Les charges policières commencent. Les manifestants algériens qui arrivent par le métro sont arrêtés aux sorties des stations, frappés, tabassés, jetés contre les murs. Beaucoup sont blessés avant même d'avoir pu rejoindre la manifestation. Sur les grands boulevards au niveau de Saint-Michel, de l'Opéra, du Pont-Neuf, les cortèges qui se forment sont immédiatement attaqués. Les policiers tirent avec des balles réelles des Algériens, tombent, du sang coule sur le pavé parisien. Mais le pire se passe sur les ponts de la Seine et c'est ce que l'on a appelé par euphémisme les noyés de Paris. Des dizaines, peut-être des centaines d'Algériens sont attrapés par la police, frappés à mort ou presque, puis jetés dans la Seine par-dessus les parapets depuis le pont Saint-Michel, depuis le pont d'Austerlitz, depuis le pont Neuf. Certains sont déjà morts quand ils tombent, d'autres sont encore vivants. Ils se débattent dans l'eau glacée. Ils crient, ils appellent à l'aide et personne ne les sauve. Les policiers du haut des ponts les regardent se noyer. Certains, selon des témoignages, rient. D'autres tirent sur eux pendant qu'ils se débattent dans l'eau. Je veux que tu visualises vraiment cette scène. Je veux que tu fermes les yeux une seconde et que tu imagines Paris. Le 17 octobre 1961, la nuit, l'obscurité sur la Seine, les lampadaires qui éclairent faiblement les quais, et sur les ponts des hommes en uniforme qui jettent d'autres hommes à l'eau. Des hommes désarmés, des hommes qui n'avaient commis aucun crime sauf celui de vouloir manifester pour leur dignité, des pères de famille, des grands-pères, des jeunes de 20 ans, tous jetés dans l'eau glacée, tous condamnés à la noyade par des fonctionnaires de la République française. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une exagération algérienne. C'est documenté par les historiens, par les témoins, par les documents d'archives, par les déclarations ultérieures de policiers qui ont fini par parler. C'est un fait historique établi sur lequel la France a menti pendant des décennies. Le lendemain, le 18 octobre 1961, les journaux français parlent de 3 morts. Maurice Papon tient une conférence de presse. Il déclare que la police a agi avec discipline et calme. Il parle de quelques incidents isolés. Il ment. Il ment devant la nation en les caméras. Il ment devant la nation en sachant parfaitement que des centaines d'Algériens ont été tués sur ses ordres la veille. Ces mensonges vont durer 40 ans. Si cette histoire te bouleverse autant que moi, mets un like maintenant sur cette vidéo. Le bouton bleu en bas, cela prend 1 seconde, mais cela permet à la mémoire de ces centaines d'Algériens morts dans la Seine de continuer à vivre parce que chaque like, c'est un témoignage, chaque partage, c'est un refus de l'oubli et chaque commentaire, c'est une pierre posée dans le monument invisible que l'on construit ensemble pour les morts d'octobre. Maintenant, je veux que l'on parle de ce qui s'est passé après parce que ce qui s'est passé après est presque aussi scandaleux que le massacre lui-même. Dans les jours qui suivent, la police française tente de dissimuler les preuves. Des corps sont retirés de la Seine en catimini, d'autres sont autorisés à descendre le fleuve. On les retrouve plusieurs semaines plus tard jusqu'à Rouen, jusqu'à l'estuaire. Les familles qui cherchent leurs disparus se heurtent à un mur administratif. Les hôpitaux ne communiquent pas, les commissariats non plus, les morgues refusent l'accès. Des milliers d'Algériens sont également arrêtés cette nuit-là, emmenés dans des camps improvisés, le Palais des Sports, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles,
le stade Pierre de Coubertin des lieux qui 20 ans plus tôt avait servi à parquer les Juifs avant leur déportation. La boucle est bouclée, les mêmes lieux, les mêmes méthodes, les mêmes administrateurs parfois. Le silence s'installe. Un silence organisé, un silence d'État. Les médias français obéissent et que les intellectuels se taisent. Les partis politiques, même de gauche, ne veulent pas s'attarder sur cet épisode. Seules quelques voix isolées osent parler. L'historien Jean-Luc Einaudi publiera en 1991 un livre qui fera scandale, La bataille de Paris. Et ce livre sera le premier à nommer les choses par leur vrai nom, un massacre, une centaine de morts, peut-être plusieurs centaines, un crime d'État caché pendant des décennies. Mais Maurice Papon lui fait une carrière brillante. Après, il devient député, puis ministre du Budget sous Valéry Giscard d'Estaing de 1978 à 1981. Ministre de la République française, celui qui avait ordonné le massacre, celui qui avait collaboré avec les nazis avant ministre. Ce n'est qu'en 1997 qu'il sera finalement jugé, mais pas pour le 17 octobre 1961. Pour sa complicité dans la déportation de Juifs pendant l'occupation allemande, condamné à 10 ans de prison libéré après seulement 3 ans pour raison médicale. Il mourra en 2007 à l'âge de 96 ans, sans jamais avoir exprimé le moindre regret, sans jamais avoir été jugé pour le massacre du 17 octobre 1961. Jamais. Cette impunité, elle est au cœur du scandale parce qu'elle signifie que l'État français, pendant un demi-siècle, a protégé l'auteur d'un crime contre l'humanité, l'a couvert, l'a promu, l'a décoré, l'a enterré avec les honneurs. Et cette protection, elle dit quelque chose de profond sur la France. Elle dit que la vie d'un Algérien a été longtemps considérée comme secondaire. Maintenant, je veux te poser une question et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, pourquoi la France a-t-elle protégé Maurice Papon pendant si longtemps? Était-ce par racisme d'État pur? Était-ce par peur de devoir reconnaître d'autres crimes commis pendant la guerre d'Algérie? Était-ce par solidarité de classe entre les élites administratives françaises? Ou était-ce simplement par refus d'admettre que la République française avait pu au cœur de Paris en 1960 et massacrer des centaines de civils désarmés? Dis-moi ce que tu en penses parce que ta réponse révélera ton niveau de compréhension de la mécanique française du déni. Parlons maintenant de la reconnaissance ou plutôt de l'absence de reconnaissance parce que voici la situation actuelle. Pendant 40 ans après le massacre, la France officielle nie tout le nombre de morts, les circonstances, la responsabilité de la police, la responsabilité de Maurice Papon. Tout est nié, minimisé, occulté. En 2000, un Bertrand Delanoë, maire socialiste de Paris, fait poser une première plaque commémorative sur le pont Saint-Michel, une plaque discrète avec cette inscription à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. C'est un premier pas, mais c'est la mairie de Paris qui le fait, pas l'État français, pas la République. En octobre 2012, François Hollande, président socialiste, fait une déclaration. Il rend hommage à la mémoire des victimes. Il parle de sanglante répression, mais il n'utilise pas le mot massacre. Il n'utilise pas l'expression crime d'État. Il ne reconnaît pas la responsabilité directe du gouvernement français de l'époque. C'est une demi-reconnaissance, une reconnaissance à mi-chemin, une reconnaissance qui laisse tout le monde sur sa faim. En 2020 et 60 ans après les faits, c'est Emmanuel Macron qui fait un pas supplémentaire. Le 16 octobre 2021, il se rend sur le pont de Bezons, il se recueille et il prononce une déclaration. Il parle de crimes inexcusables pour la République. Il parle de répression sanglante, brutale, violente. Il met en cause nommément Maurice Papon, mais il s'arrête là. Il ne qualifie pas le massacre de crime d'État. Il ne met pas en cause l'institution policière dans son ensemble. Il ne met pas en cause le gouvernement de l'époque. Il ne parle pas de génocide ni de crime contre l'humanité. Il laisse la responsabilité sur la figure solitaire de Maurice Papon comme si un seul homme avait pu organiser à lui seul le massacre de centaines de personnes en une nuit au cœur de Paris. En mars 2024, l'Assemblée nationale française vote enfin une résolution qui reconnaît la répression sanglante et meurtrière d'Algériens et qui appelle à l'inscription d'une journée de commémoration. Mais cette résolution n'a aucune portée contraignante. Elle ne change pas la politique mémorielle officielle de l'État. Elle ne s'accompagne d'aucune mesure concrète, aucune excuse formelle, aucune réparation, aucune décision de justice posthume, rien, ou plutôt presque rien. Des mots ou beaucoup de mots, mais pas d'actes. Et en 2025 et 2026, où en sommes-nous? Nulle part. Emmanuel Macron, englué dans sa crise diplomatique avec l'Algérie depuis juillet, n'a fait aucun geste supplémentaire.
Aucune nouvelle déclaration, aucune avancée juridique, aucune reconnaissance officielle comme crime d'État. La mémoire du 17 octobre 1960 et un reste aujourd'hui encore en 2026, une mémoire blessée, une mémoire officiellement minimisée, une mémoire que la France refuse de pleinement assumer. Si cette analyse te parle, partage cette vidéo avec un membre de ta famille qui ne connaît pas cette histoire. Avec un ami français qui n'en a jamais entendu parler à l'école, avec un jeune Algérien de la diaspora qui a besoin de savoir d'où il vient. Partage parce que chaque partage, c'est un acte de mémoire. Chaque partage, c'est une pierre ajoutée au monument invisible que nous construisons ensemble pour ces morts oubliés. Maintenant, je veux que l'on aborde une dimension essentielle. Pourquoi cette reconnaissance incomplète? Pourquoi la France ne veut-elle pas reconnaître pleinement le 17 octobre 1961 comme un crime d'État? Je vais te donner 3 raisons. Première raison, l'effet dominant juridique. Si la France reconnaît le 17 octobre 1960 et un comme un crime d'État, alors elle doit reconnaître aussi les tortures et les exécutions sommaires commises par l'armée française en Algérie pendant la guerre. Elle doit reconnaître les camps de regroupement. Elle doit reconnaître l'utilisation du napalm sur les villages algériens. Elle doit reconnaître les essais nucléaires dans le Sahara. La reconnaissance ouvre la porte à une cascade de reconnaissances et chacune de ces reconnaissances pourrait ouvrir des dossiers de réparation, des dossiers de poursuite, des dossiers d'indemnisation. La France a peur de cette cascade, donc elle bloque à la première marche. Deuxième raison, la mémoire officielle française et son rapport à la République. Dans l'imaginaire collectif français, la République est un mythe fondateur. Elle est censée incarner les valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité. Admettre qu'en 1961, en plein cœur de Paris, la République française a massacré des civils désarmés sur ordre du préfet de police, c'est briser ce mythe. C'est dire que la République a du sang sur les mains et pas seulement le sang de ses ennemis, le sang de civils innocents, le sang de gens qu'elle avait la charge de protéger. Cette remise en cause, le récit républicain français ne peut pas l'assumer. Elle est trop destructrice pour l'identité nationale. Troisième raison, et c'est peut-être la plus actuelle, la reconnaissance pleine et entière du 17 octobre 1960 et un comme crime d'État renforcerait considérablement la position diplomatique algérienne dans les négociations mémorielles. Elle donnerait à l'Algérie un argument moral puissant pour réclamer des excuses officielles plus larges, pour exiger des réparations, pour demander la restitution d'archives. La France, dans le contexte des tensions actuelles avec Alger, ne veut pas donner cette arme supplémentaire à son adversaire. Alors elle maintient l'ambiguïté. Elle reconnaît un peu, mais pas trop. Elle parle, mais sans conclure. Elle ouvre la porte, mais la laisse entrebâillée. C'est cynique, c'est froid, c'est stratégique, mais c'est la réalité. Et tant que cette logique géopolitique dominera. La mémoire des morts d'octobre 1960. Et un restera incomplète, bafouée, manipulée par des considérations politiques contemporaines qui n'ont rien à voir avec la justice due aux victimes. Maintenant, je veux te poser une dernière question fondamentale et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, que devrait faire l'Algérie face à ce déni? Exiger une reconnaissance officielle du 17 octobre 1960 et un comme crime d'État avec excuses formelles et réparation financière, porter l'affaire devant des instances internationales comme la Cour pénale internationale, transformer le 17 octobre en journée nationale de commémoration officielle en Algérie avec grande visibilité internationale ou tout simplement continuer à documenter et à diffuser la mémoire par les canaux non officiels comme cette chaîne. Dis-moi ta priorité. Argumente parce que cette question concerne l'honneur des morts et l'honneur des morts ne se prescrit pas. Avant de te laisser, je veux que tu retiennes 5 choses essentielles. 5 choses que tu dois pouvoir réciter à n'importe qui, à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tes enfants quand ils te demanderont qui étaient ces morts d'octobre 1961. Première chose, le 17 octobre 1961. Entre 20 000 et 30 000. Algériens ont manifesté pacifiquement à Paris contre un couvre-feu discriminatoire imposé uniquement aux Français musulmans d'Algérie par le préfet de police Maurice Papon. Deuxième chose, la police française a massacré cette manifestation. Les chiffres officiels de l'époque parlaient de 3 morts. Les historiens sérieux estiment entre 100 et 300 morts. Beaucoup ont été battus à mort et jetés dans la Seine depuis les ponts de Paris par des policiers français.
Troisième chose, Maurice Papon, qui avait ordonné le massacre, était le même homme qui avait organisé la déportation de Juifs pendant l'occupation allemande. Il n'a jamais été poursuivi pour le 17 octobre 1961. Il est mort en 2007 sans jamais exprimer le moindre regret. Quatrième chose, la reconnaissance officielle française est restée incomplète. En 2020, Emmanuel Macron a parlé de crimes inexcusables et a mis en cause Maurice Papon personnellement, mais il n'a jamais qualifié le massacre de crime d'État. En 2024, l'Assemblée nationale a voté une résolution symbolique mais sans effet juridique réel. Et en 2026, la mémoire du 17 octobre reste bafouée, partielle, manipulée par les considérations diplomatiques contemporaines. Cinquième chose, cette mémoire est pourtant fondamentale pour les descendants des victimes, pour la diaspora algérienne en France, pour la dignité des deux peuples et surtout pour que jamais plus un État démocratique ne puisse massacrer des civils désarmés en se pensant impunis. Maintenant, 3 choses à faire pour toi, 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes et dis-moi si avant cette vidéo tu connaissais l'histoire du 17 octobre 1961. Si oui, comment tu l'avais apprise? Sinon, pourquoi selon toi cette histoire n'a-t-elle pas été enseignée là où tu as grandi? Parce que tes témoignages révéleront l'ampleur du silence imposé et le silence imposé, c'est la deuxième mort des morts. Deuxièmement, réponds à cette question. Parmi les 4 pistes que je t'ai présentées, laquelle devrait être la priorité algérienne? Exiger une reconnaissance officielle comme crime d'État, porter l'affaire devant des instances internationales, faire du 17 octobre une journée de commémoration nationale en Algérie avec forte visibilité internationale ou continuer à documenter et diffuser la mémoire par les canaux indépendants. Dis-moi ce que tu choisis et pourquoi. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec un Français qui ignore cette histoire, avec un Algérien qui a besoin de connaître ses racines, avec un jeune de la diaspora qui se cherche une mémoire, avec un enseignant qui pourrait en parler à ses élèves, avec un ami qui croit encore au mythe d'une République française toujours irréprochable. Partage parce que cette mémoire, c'est notre dette envers ceux qui sont morts, et cette dette, nous devons la payer en la transmettant génération après génération, jusqu'à ce que la France, un jour, soit enfin forcée de la reconnaître pleinement, parce que Voix des Chouada, c'est la chaîne qui refuse le silence, qui refuse l'oubli, qui refuse les demi-mots, qui nomme les choses par leur vrai nom, un massacre, un crime d'État, un meurtre de masse organisé par la République française dans les rues de Paris. Et tant que cette chaîne existera, tant que tu seras là pour la soutenir avec tes likes, tes commentaires, tes partages, tes abonnements, la mémoire du 17 octobre 1961 ne mourra jamais. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'explosif, le partenariat Algérie-Chine à 25 milliards de dollars. Ce partenariat qui va enterrer 60 ans de dépendance à l'Occident, de nouveaux ports, de nouvelles lignes ferroviaires, des transferts de technologies 5G et une redéfinition totale de la place de l'Algérie dans le nouvel ordre mondial. Tu ne veux pas rater ça, abonne-toi, active la cloche et